Nous allons donner la parole à des acteurs engagés. J'ai le plaisir d'appeler Loïc Hénaf, dirigeant du groupe Hénaf et conseiller régional de Bretagne en charge de la relocalisation. David Garbous, consultant transformation positive et unique conseil et porte-parole du collectif En Vérité. Et Renaud CC, dirigeant d'Acro. Merci de me rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Ils me rejoignent à ma gauche, s'il vous plaît. Je vais en profiter pour faire un rapide tour de présentation de nos intervenants. Renaud nous rejoint. Alors Renaud, vous pouvez venir à mes côtés, s'il vous plaît. On va avoir besoin d'un troisième micro si c'est possible. Renaud, je vous présente une jeune start-up de 50 salariés, Acro, créée il y a 4 ans dans la région Hauts-de-France. Des alternatives végétales à la viande, le plus proche possible en termes de qualité, goût, texture, jutosité, et avec des matières premières les plus locales possibles. Un investissement dans un outil de production il y a quelques mois, on va en reparler. Loïc Hénaf, depuis 2010, vous êtes à la tête du groupe Jean Hénaf, vous en êtes le PDG depuis avril 2021, un groupe familial, on en a parlé ce matin, bien établi en Bretagne, également implanté dans la Drôme, un groupe de PME collaborative, certes le célèbre pâté Hénaf, mais pas seulement, différents produits, des terrines rillettes, des charcuteries traditionnelles bio, et puis une palette de produits à base d'algues. Et vous êtes aussi conseiller régional de Bretagne. On vous donnera aussi la parole avec cette casquette-là. David Garbous, alors vous êtes très engagé effectivement dans la transformation des entreprises. Vous avez été directeur marketing stratégique de Fleury Michon. Aujourd'hui, vous avez créé une structure de conseil transformation positive. Vous êtes également porte-parole du collectif En Vérité. Vous avez à cœur de mettre la RSE au cœur de l'offre en produits alimentaires avec la prise en compte des différents impacts. Et avec le collectif En Vérité, on va y revenir, 60 marques engagées dans les transitions alimentaires avec notamment pour levier l'origine des matières premières. Alors tout d'abord, messieurs, une question qui peut paraître simple, mais on l'a vu ce matin, elle est loin de l'être. Au fond, pourquoi relocaliser et avec quels arguments objectifs pouvez-vous me répondre? Je me tourne vers David. Premier élément de réponse. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors, ça a été évoqué ce matin, l'alimentation, c'est fascinant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on mange, on vote. Et par le choix qu'on fait, on peut changer de manière très structurante la vie de tout un écosystème, des producteurs, des transformateurs, avoir des impacts économiques majeurs sur les régions. Et effectivement, si je me place d'un point de vue consommateur, l'alimentation, le premier driver en France en particulier, parce qu'on est des fous furieux de la bouffe, c'est le plaisir. Il ne faut vraiment pas oublier cette dimension, elle est juste fondamentale et elle nous constitue. Ensuite, on va vouloir que ce plaisir ne soit pas un mauvais effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il ne détruise pas notre santé. Donc je veux que ce soit bon au goût et bon pour ma santé. Et puis en troisième levier, qui était un petit peu derrière jusqu'à il y a 5 ou 6 ans et qui est en train de monter, bien entendu, avec toutes les informations liées au réchauffement climatique, c'est la dimension environnementale. Et ce qui est assez incroyable dans la bouffe, c'est que fondamentalement, on peut facilement aligner ces 3 dimensions. C'est-à-dire qu'un produit bon au goût est souvent nutritionnellement assez intéressant. Alors, ce n'est pas toujours vrai sur les fromages ou sur des produits comme ça, mais néanmoins, on arrive sur un thème qui est celui de la viande, par exemple, d'un point de vue environnemental. On sait qu'on consomme trop de viande dans les pays développés. On sait que ça a un impact nutritionnel. Donc, le sujet, c'est manger moins de viande et de la viande de meilleure qualité, mieux produite. Et là, on aligne un truc incroyable. On a un meilleur plaisir parce que cette viande est de meilleure qualité. On en mange moins souvent, donc on a un impact nutritionnel moins important. Et on produit ce qu'on appelle des externalités positives parce qu'on va favoriser des éleveurs qui travaillent en plein champ, enfin qui travaillent des viandes de qualité, pour faire court. Et c'est pour ça que je dis que quand on mange, on vote et qu'on peut tout changer.
Merci David pour ce premier élément de réponse qui fait la transition avec Renaud CC. La question du local, alors elle concerne les matières premières mais aussi les outils industriels. Justement, ça a été une question pour vous, cette localisation, pas relocalisation puisque vous êtes une jeune société, mais vous avez investi dans un outil de production d'une capacité de 5000 tonnes par an et vous avez fait le choix d'aller dans les Hauts-de-France. Oui, tout à fait. En fait, c'est un marché assez récent, le marché des alternatives végétales à la viande, pour les problématiques qu'évoque David sur l'environnement. Donc il y a un enjeu à développer cette catégorie des produits qui vont permettre une substitution de la consommation de viande. Et ce marché-là, il s'est développé il y a déjà 10 ans aux États-Unis. Il est arrivé il y a 6-7 ans dans les pays les plus nordiques de l'Europe, mais il existe encore très peu en France. Il est à peine à son balbutiement. On est sur une phase d'adoption avant une phase d'accélération. Et du coup, il existe beaucoup d'entreprises en Europe qui travaillent ces produits-là, mais il n'existait pas en France. Donc en fait, on a fait le choix de produire localement ce type de produit parce qu'on sait que c'est un marché qui va devenir énorme. Il est projeté à horizon 10 ans à 10% à peu près du marché de la viande, donc ça représente un sacré marché. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'intervenant qui fabrique en France ce type de produit. Et pourquoi ne pas sous-traiter après tout à un fabricant néerlandais c'est quoi l'argument objectif? Exactement, donc il y a beaucoup de sous-traitants justement en Hollande et en Allemagne. Ce qu'on souhaitait faire, c'était produire en France pour deux raisons. D'abord parce qu'on souhaitait se sourcer en matières premières agricoles françaises. Donc on a décidé de travailler nos produits à base de protéines de pois et de protéines de blé plutôt que du soja. Même s'il existe quelques filières de soja, il est quand même majoritairement importé. Donc d'un point de vue environnemental, ça faisait du sens de s'installer dans le bassin de production de ces deux cultures, c'est-à-dire les Hauts-de-France où on s'est installé à Vitry-en-Artois. Et la deuxième raison, c'est que déjà, ça nous permet d'acquérir un savoir-faire, de conserver ce savoir-faire, de se différencier sur les produits. Et ça nous permet aussi d'élargir notre spectre de commercialisation. Donc on est capable aujourd'hui de vendre sous notre marque Accro, mais on vend également à des industriels parce qu'on a notre outil de fabrication. C'est pour ça qu'on est présent sur le CFIA aujourd'hui pour commercialiser et végétaliser les productions d'autres industriels avec des produits qui sont fabriqués en France. J'entends d'ailleurs au passage dans les arguments que la préservation du savoir-faire, au fond, c'est aussi un des leviers clés de l'industrialisation, de la réindustrialisation en France. Exactement. Et c'est un enjeu qui est capital, surtout sur des marchés naissants comme ça. Si on sous-traite tout auprès des mêmes fabricants, on va avoir un marché relativement homogène. L'enjeu, c'est de se différencier demain et d'être capable d'amener de la spécificité sur nos produits, de s'adapter aussi au territoire local. On sait qu'en France, on ne consomme pas exactement la viande de la même façon que en Hollande ou au UK. Donc sur les alternatives végétales, il faut aussi s'adapter en termes de goût pour produire des produits qui sont le plus proches possible de ce qu'on a l'habitude de consommer en France. Et c'était notre positionnement. Merci Renaud. Je me tourne vers Loïc Hénaff, le groupe Jean Hénaff, créé en 1907 dans le Finistère. Donc l'implantation locale, elle est historique. Quels arguments objectifs pour défendre justement cet ancrage, cette localisation bretonne et au fond une démarche de relocalisation plus globale? Je suis très content. Bonjour, je suis très content d'intervenir juste après les deux premiers intervenants parce qu'effectivement, la réponse de David est une réponse de bouffe, ce que tu as dit, une réponse purement tournée sur l'alimentation. Et là, on voit une autre raison de localiser qui correspond à une opportunité d'un marché qui s'ouvre. Et effectivement, il ne faut pas rater les opportunités et les portes qui s'ouvrent. Mon propos, moi, est un peu différent, puisqu'effectivement, notre entreprise a été créée par mon arrière-grand-père en 1907. Et sa volonté à l'époque, puisqu'il était cultivateur, et si vous reprenez ce que vous avez peut-être en mémoire ou quelques pages de livres d'histoire, on est à l'époque du cheval d'Orgueil, on est à l'époque d'un pays bigoudin très pauvre, pas miséreux mais pas loin, à une époque où les Bretonnes devenaient des bécassines à Paris et les Bretons devenaient des marins. Je caricature exprès, mais on est quand même dans ce contexte-là. On est avant la Première Guerre mondiale. Et donc son intention à lui avait été de créer tout simplement de l'emploi local pour éviter, en bon chrétien et catholique qu'il était, pour éviter la désertification des campagnes. Aujourd'hui, évidemment, le contexte est évidemment plus le même et nos intentions ont changé. Mais nous avons toujours gardé pendant plus de 100 ans cette envie farouche de participer au développement et à l'activité économique de la Bretagne. Voilà, c'est un truc qui est en nous, dans l'entreprise. C'est comme ça, c'est un vrai choix. Et donc, on n'a jamais fait le choix de délocaliser quoi que ce soit. On a au contraire cultivé, d'une certaine façon, nos réseaux locaux. On a cultivé
notre ancrage, on a fait tout ce que l'on pouvait pour que notre écosystème soit le plus riche et le plus dense possible. Alors, du coup, ça nous a créé des petits cailloux dans la chaussure quand même. Il ne faut pas se dire qu'on a été et qu'on est toujours les plus compétitifs, mais c'est notre raison d'être. C'est ce pourquoi on existe. C'est ce qui nous anime. On peut l'illustrer, Loïc Hénaff, à quel niveau cela se situe? Alors aujourd'hui, par exemple, 88% de nos achats sont faits en France. Je mets toujours au défi les gens dans la salle en face de moi. Savez-vous quelle est la part de vos achats en France? Généralement, il y a 1 ou 2 personnes qui lèvent la main. Là, aujourd'hui, manifestement, il n'y a personne. Donc, c'est quand même le premier indicateur de base. Qu'est-ce que vous achetez en France? Et vous le mesurez. C'est un indicateur que vous suivez. Alors, en plus, ça prend même pas 1 heure. Hein. Ah, d'accord. C'est juste très simple à faire. Vous prenez votre grand livre, hop, fichier Excel et c'est terminé. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va regarder ce qu'on achète en extra-communautaire. Et puis si on va un petit peu plus loin, on va regarder ce qu'on achète dans sa région, dans son écosystème, éventuellement dans son bassin d'emploi. Voilà. Et tout d'un coup, il y a des réalités qui sautent aux yeux. Donc nous, on n'a jamais délocalisé, on maintient ce lien. Alors pour vous donner des exemples, évidemment, vous nous connaissez par le pâté Hénaff, et donc nos cochons que nous abattons sur place, nous avons maintenu l'abattage, ils viennent à un maximum de 150 km de l'entreprise. Et ça, c'est pas depuis hier, depuis que c'est un peu à la mode, c'est depuis 1915. Et il faut souligner, ce qui vient d'être dit, c'est vraiment original, parce que dans le secteur de la charcuterie, il y a eu une grande tendance à effectivement se séparer des outils d'abattage et effectivement à sourcer ensuite ces approvisionnements en porc sur tout le territoire. Nous, jamais. Mais jamais. Alors le deuxième grand exemple que je donne bien souvent, c'est notre partenaire du groupe Massy, l'usine Franpac de Douarnenez, qui est l'usine qui réalise les boîtes métalliques que nous utilisons. Eh bien, nous travaillons avec Franpac depuis 1919. En effet. Et c'est la petite boîte bleue, quoi. Donc c'est la marque de fabrique. 1910, parce qu'on a fêté les 100 ans de notre relation avec le groupe Machi il y a 4 ans, avec Thomas Binchendler. Et je me souviens qu'on s'est vu, on s'est parlé, on s'est dit, on s'est regardé. Ça fait 100 ans que nos 2 entreprises travaillent ensemble. C'est une lourde responsabilité du passé et c'est un vrai potentiel pour demain. Et cette responsabilité, ce lien-là, il crée quelque chose de différent. On est, comment dire, alors je ne vais pas rentrer dans la théorie des emplois directs, indirects et induits, mais on a une responsabilité morale à continuer à cheminer ensemble. Et je prends toujours aussi comme exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que pendant très longtemps, McDonald's et son grand partenaire logistique travaillaient ensemble depuis quasi l'historique de la création de la chaîne, mais n'avaient pas de contrat. Voilà. Et donc on peut aussi évidemment travailler sans contrat, on peut aussi travailler parce que c'est notre intérêt. C'est notre intérêt d'être proche physiquement, confère la conférence précédente, c'est notre intérêt de se connaître, c'est notre intérêt que les chefs de quai de nos 2 entreprises se connaissent pour éviter qu'on passe par des réclamations sur un site internet alors qu'il suffit de s'appeler. Voilà, donc il y a des choses, il y a énormément d'avantages au-delà du simple critère macroéconomique qu'on peut calculer. Merci Loïc pour cette illustration. Je me tourne vers Renaud pour la plus jeune société accro, qui on lui souhaite d'être centenaire bien entendu. Peut-être un rappel sur cette société qui a été soutenue financièrement, notamment par le fonds de la famille Mullier, qu'on connaît pour l'enseigne Auchan, également par le fonds d'investissement du groupe Roquette. Donc on voit que l'ancrage local, il est aussi dans, on va dire, ceux qui soutiennent le capital de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire dans la stratégie de l'entreprise globale? Comment vous pourriez l'illustrer comme l'a fait Loïc, soit en termes d'approvisionnement ingrédients ou de partenariat avec d'autres acteurs? Oui, exactement. L'ancrage local, il est fort. Il est particulièrement fort parce que la région Nord est aussi une région qui accompagne énormément le développement agro-industriel. Et il y a une volonté, certes, des actionnaires, mais aussi plus globalement de la France. Donc on a aussi eu des soutiens de la BPI, notamment, qui a investi dans le projet, qui nous a soutenus pour pouvoir construire et industrialiser. C'est un enjeu fort aussi d'avoir de l'indépendance en termes de protéines, et particulièrement dans les protéines végétales, qui est un marché d'avenir. Et plus localement, on a également un écosystème assez fort,
puisque c'est des produits qui nécessitent de la recherche, du développement. On a besoin de comprendre justement comment on peut travailler ces protéines végétales. Donc on s'est associé avec l'Université de Lille pour monter des programmes de recherche. On s'est associé avec des partenaires locaux et techniques aussi comme l'Adrianor. Et on développe tout notre site industriel dans une logique locale. Pour construire ce site, on a mis 1 an et on a travaillé uniquement avec des partenaires locaux. Tous les intervenants qui ont travaillé sur ce site-là étaient des entreprises locales. Vous parlez par exemple, du cabinet d'ingénierie, les entreprises qui sont Tous les intervenues pour la construction. Voilà, sur tous les postes d'intervention de l'entreprise, on avait le souhait de pouvoir avoir un projet qui faisait du sens localement et qui allait créer de l'emploi localement. Et c'est ce qu'on souhaite faire aussi à travers notre projet. On a, à horizon 5 ans, la création de 370 postes qui sont prévus, donc 80% sur des postes de production, pour soutenir localement l'emploi au niveau de cette région-là. Merci Renaud pour cette illustration. David, je me tourne vers vous. On vient de voir des illustrations très concrètes, très engagées. Est-ce que pour autant, est-ce qu'on l'a vu ce qui s'est dessiné ce matin dans les différentes interventions, le local a-t-il besoin d'être inséré dans une stratégie plus vaste? Est-ce qu'il n'y a pas des limites parfois au local? Oui, bien sûr, il faut... En fait, là, on a 2 entrepreneurs qui parlent avec leur cœur et qui font des choix stratégiques sur des convictions avant même, je pense, de parler de tendance consommateur. C'est assez rassurant sur le fond. Néanmoins, effectivement, pour faire en sorte que ces démarches-là, elles aient un véritable succès, c'est hyper important que le consommateur puisse avoir accès à ces informations. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais effectivement, ce qui m'a surpris, voire rendu historique là, ce matin, en écoutant les présentations sur notamment la décroissance du bio, c'est qu'on n'arrive plus véritablement à expliquer sa différence. Le bio décroche parce qu'il n'arrive plus à expliquer sa différence. Il y a eu tout un tas d'alternatives qui sont sorties sur le marché. C'est ça. Je pense à zéro résidu de pesticides, à plein de démarches, haute valeur environnementale, etc., qui brouillent les pistes et qui font qu'on a de la peine finalement à choisir son produit. Alors, quand on est en local, les gens se disent ça ne peut pas être mal fait. D'un point de vue, c'est un parti pris purement émotionnel. Hein. Je passe devant le gars qui fait les tomates, je vois comment il travaille, s'il fout des pesticides, je vais voir ce qu'il en met. Oui. Et donc, d'une certaine façon, ça me rassure. Ça me permet aussi de me dire que je vais l'aider à rester en place, ça me permet de soutenir l'économie, mais c'est aussi, comme disait Loïc, une forme de contrôle du consommateur envers celui qui produit. Néanmoins, c'est pas une garantie en soi. Poser la question aux habitants qui sont dans la zone du Bordelais et qui habitent à côté des vignobles, quand il y a des épandages de pesticides dans les vignobles, ils sont pas hyper heureux. Oui, c'est d'ailleurs un débat hyper politique local. avec une réglementation qui est sortie, peut-être jugée insuffisante, effectivement. Ouais. Donc effectivement, l'enjeu, c'est l'accès à l'information et la capacité, en ayant accès à cette information, de choisir en conscience. Et c'est toute la démarche de ce qu'on mène avec, en vérité, j'en parlerai tout à l'heure. Loïc, aller au-delà du local, au fond, si on voit les limites effectivement que vient dresser David, est-ce que ça veut dire qu'il faut effectivement avoir une stratégie RSE qui permette de faire en sorte que cet argument local il s'appuie sur des bases solides, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cocher uniquement cette case-là? C'est d'une grande complexité. Je rebondis sur ce que disait David. Savez-vous, par exemple, que alors, la Bretagne importe finalement pas mal de céréales pour l'élevage, sachant que 70% de l'alimentation animale vient de France. 70% vient de France, essentiellement de Beauce d'ailleurs. Mais il y a une part qui reste importée, des tourteaux de tournesol, par exemple, qui viennent de mer Noire et d'Ukraine, ou de soja, bien sûr, qui viennent de la bande équatoriale. Savez-vous, par exemple, qu'en ce moment, la part de l'alimentation non OGM est en train de baisser? Non. Voilà, vous ne le saviez pas. C'est-à-dire que la part de l'alimentation animale non OGM est en train de baisser. C'est contre-intuitif. C'est totalement contre-intuitif. Pourquoi? J'en sais rien, mais non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a rajouté de la complexité. Et c'est exactement ce que venait de dire David.
le local, le bio, le ceci, le cela, le bien-être animal, etc. Donc on a perdu le consommateur, on a évidemment perdu le distributeur des produits que l'on distribue. Et alors l'industriel, il fait un peu ce que disait David, il regarde où va le vent en ce moment, là, tout de suite. Parce que nous, dans l'industrie, on a un compte de résultats, on a des clôtures, et on ne peut pas se permettre de regarder les ventes baisser. C'est aussi bête que ça. Et donc, pour ne pas tomber dans ce piège, de la girouette permanente et des contradictions, c'est pas possible. Donc il faut avoir un cap. Et la bonne façon d'avoir un cap, c'est d'avoir évidemment une vision, une mission, savoir ce que l'on veut faire, savoir ce que l'on est, et puis l'encapsuler dans alors appelez ça une stratégie RSE si vous voulez, mais en tout cas une démarche à 360 degrés qui va englober tout un tas d'axes, que vous connaissez tous aussi bien que moi. Mais au sein du groupe Jean et Naf, c'est la stratégie Bigoud 2030. Tout à fait. Alors, donc, soit c'est une stratégie propriétaire, soit on s'inspire d'un label, d'un référentiel, quelque chose qui aide, qui donne un coup de pied aux fesses, et un peu de méthodologie et un peu de rigueur. Dans notre cas, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent, mais parce qu'à un moment donné, on a senti qu'on était prêt à faire quelque chose. Et donc, c'est une stratégie qui s'appelle Bigoud, qui est une démarche responsable à impact positif. C'est-à-dire qu'on a structuré une démarche interne en 5 piliers, 14 engagements, 62 objectifs, 62 indicateurs. 62 objectifs et 72 indicateurs, pardon. Et cette démarche, ça fait maintenant, on est à la 4e année, on la déploie, on a fait un bilan après 3 années, pour lui donner un peu de corps et un peu de solidité vis-à-vis de nos tiers, parce qu'il faut quand même qu'on soit compris, et non pas vis-à-vis des consommateurs, mais au moins vis-à-vis de nos clients distributeurs en France et à l'international. On l'a fait labelliser. Il se trouve qu'on l'a fait labelliser par une autre démarche qui s'est créée en Bretagne, qui s'appelle Bretagne 26 000, qui a été créée par l'association Produits en Bretagne. Bretagne 26 000 étant la copie du label Lucie, qui est le premier label RSE français. D'ailleurs, ça a été créé en partenariat avec le label Lucie. On a juste souhaité avoir un Lucie encore plus territorial. Donc, chez ENAF, on est labellisé évidemment Bretagne 26 000, ce qui nous permet d'opposer à des tiers quelque chose de solide. Et donc, pour revenir au point de tout à l'heure, il faut vraiment avoir son propre cap. Et après, il y a vraiment une stratégie à double niveau. C'est une stratégie de groupe, une stratégie d'entreprise, une stratégie entrepreneuriale. Et après, la stratégie produit, c'est encore autre chose, parce que les produits, ça va, ça vient. Hein. Alors, juste encore un dernier point, Loïc, parce que pour qu'on comprenne bien, c'est très important, effectivement, de structurer sa démarche, de s'appuyer sur une méthodologie qui puisse être observable, certifiable. Un exemple concret, qu'on comprenne effectivement à quoi ça sert, que ça soit intelligible. J'ai pas bien compris la question. Alors, un exemple d'avancée liée à cette démarche pour qu'effectivement on comprenne véritablement les progrès générés. Puisqu'on tourne un petit peu autour des sujets du vivant, dans le cadre de notre stratégie, on a décidé que vis-à-vis des porcs que nous abattons sur place, nous allons nous engager beaucoup plus en amont auprès des éleveurs. Donc on a réduit drastiquement le nombre d'éleveurs avec lesquels on travaillait. On travaille avec une 50aine d'éleveurs. Je rappelle que l'entreprise ENAF est toute petite. Hein. Mais on travaille avec une 50aine d'éleveurs. On est descendu à une dizaine, moitié conventionnel et moitié bio. Certains, maintenant, sont en contrat pluriannuel. Donc on a un contrat de 7 ans avec un premier, on va avoir un autre contrat avec un deuxième. Et puis on a travaillé sur tout un tas de sujets, sur bien-être et bien-traitance, sur la conduite de l'exploitation, sur l'exploitation elle-même, avec un certain nombre d'axes entre de la naissance du porcelet jusqu'à sa mise à mort dans l'entreprise. Exemple, aujourd'hui, on a décidé l'arrêt de la castration des animaux. On est en train de progresser très fort. Je pense que là, à l'instant, on doit être à quasi 20% d'animaux non castrés, mais ça augmente quasiment tous les jours. On a aussi travaillé sur l'enrichissement du milieu dans toute la vie de l'animal, parce que alors évidemment, ce genre de décision, vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain, parce que tout ça, et malheureusement, ça a un coût énorme, gigantesque. Et donc, ça ne peut se faire que sur une longue période. Et notre stratégie, Bigoud, elle est sur 10 ans. Voilà, on s'est donné un axe à 10 ans. Alors, je vous le garantis, tout ne sera pas atteint en 2030. Mais il y aura peut-être des choses qu'on aura fait avec un peu d'avance, et il y aura certains sujets sur lesquels on aura un peu de retard. C'est pas grave. Et pour l'illustrer, par exemple aujourd'hui, parce que passer en porc 100% sur paille, c'est pas possible.
C'est juste économiquement, l'équation Intenable. est intenable pour personne, hein, ni pour l'éleveur, ni pour nous, ni pour le client, ni pour le consommateur d'ailleurs. Eh bien, on a décidé que les animaux auraient un moment de leur vie sur paille. D'accord. Donc voilà, donc Voilà, ça c'est peut être à des choix très l'engraissement, etc. concrets On dans une choisit démarche concrètement. de progrès, Et c'est pas à pas. Vraie démarche de progrès, et ce qui nous a permis d'avoir des retours très positifs des ONG qui considèrent que, OK, on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus vite, mais c'est déjà bien. C'est clair, Loïc, pour cet exemple. Renaud, même question. Comment vous structurez votre démarche et des exemples concrets d'avancées et de progrès? Sur le local, vous voulez dire, c'est ça? Alors, non, structure RSE, est-ce que Structure vous, RSE. voilà, vous avez une méthode effectivement qui est certifiable et puis concrètement, qu'est-ce que cela génère? En fait, on a fait le choix dès le départ de devenir entreprise à mission, puisque comme on intervient sur l'univers des alternatives végétales à la viande, notre objectif et notre mission, c'est d'agir positivement pour le climat et de réduire les impacts carbone. Donc en fait, on a tout construit autour de ça. On a décidé d'être certifié B Corp. Donc on a été la première entreprise des Hauts-de-France en agroalimentaire à être certifiée B Corp. C'est un label extrêmement rigoureux et contraignant sur toute la partie RSE. Donc c'est des engagements sociétaux, mais aussi des engagements sur l'environnement. C'est pour ça que notre site de production, par exemple, a été entièrement éco-conçu. Et on essaye de travailler au maximum les énergies renouvelables. Donc on travaille dans ce sens-là sur cette partie-là. Et après, comme notre objectif, c'est diminuer le bilan carbone en incitant au maximum à décarboner l'assiette des Français en passant sur des alternatives végétales, on travaille également sur notre bilan carbone. Donc on a effectué ce bilan-là, ce qui nous a donné une feuille de route pour diminuer au maximum notre impact. On sait que les produits qu'on propose, ces produits d'alternatives végétales, permettent déjà de diminuer l'impact carbone dans l'assiette des Français. 1 kg de viande végétale par rapport à 1 kg de viande animale, c'est 90% de carbone en moins. C'est 99% d'eau en moins utilisée pour la fabrication de ces produits. Donc on sait qu'il y a déjà un impact à travers les produits, mais on voulait être vertueux jusqu'au bout en travaillant aussi ces produits-là et en les concevant de la façon la plus responsable possible. C'est pour ça qu'on s'engage sur ce bilan carbone avec un plan tracé pour diminuer nos impacts. Alors on entend parfois sur les bilans carbone le fait que ce sont des méthodes onéreuses, complexes. Pour autant, visiblement, ce n'est pas une difficulté qui vous a freiné, ou est-ce qu'il y a des méthodes peut-être simplifiées? Comment vous faites pour avancer? Il n'y a pas vraiment de méthode simplifiée, c'est du boulot effectivement, c'est beaucoup de temps pour les équipes, mais quand on est entreprise à mission, ça fait partie de notre enjeu. On en parlait tout à l'heure, il y a parfois des marchés, des tendances consommateurs et des convictions. Et quand on travaille par conviction, mais on se doit de mettre le niveau de ressources, qu'elles soient humaines ou financières, pour travailler sur ces sujets-là et être vertueux jusqu'au bout et pas simplement dans les produits qu'on propose. David, on a parlé de 2 exemples d'entreprises. Du point de vue du marketing, est-ce que ça réinterroge pas la façon de faire aussi du marketing? Mais si, fondamentalement, en fait, Sénèque disait il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et je pense que c'est une phrase cruellement d'actualité aujourd'hui. Ça se voit à l'ère du digital, les entreprises qui naviguent en fonction uniquement des attentes clients. Parce que en fait, les injonctions, elles sont permanentes de l'ensemble des parties prenantes. Et une boîte qui n'a pas de conviction, eh ben, en fait, on voit, et elle laisse des traces sur les réseaux sociaux d'un errement. En fait, donc c'est extrêmement important, effectivement, de faire cette démarche de centrage. Où est-ce que j'ai envie d'aller? À quoi je crois? Et c'est pareil pour le marketing. En fait, le marketing, ça va être un outil, c'est un outil redoutable. Hein. C'est un outil redoutable au service d'une stratégie. Si la stratégie est pourrie, c'est une arme de destruction massive. Oui. Si la stratégie est une stratégie à impact, on a vraiment besoin du marketing pour pouvoir justifier, justement, expliquer, valoriser les choix stratégiques qui sont faits par l'entreprise. Si ça, c'est pas fait, et moi, je constate ça souvent chez les clients qui m'accompagnent, c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont fait le boulot sur la base de conviction, ils ont pris des risques, ils ont ajouté des coûts à leur dispositif d'achat et ils ne racontent pas l'histoire. Ils ne racontent pas l'histoire souvent parce qu'ils disent « Oui, j'ai fait 20% du boulot, mais il m'en reste 80% à faire. Et donc, je ne suis pas parfait et je vais avoir un risque de greenwashing, je vais m'en prendre une si je raconte des choses. » Mais en fait, le problème de la perfection, c'est que plus tu t'en approches, plus elle s'éloigne. Parce que, par définition, on apprend des trucs tous les jours. Donc, un consommateur aujourd'hui, il sera beaucoup plus enclin à croire une marque qui va dire « Je ne suis pas parfaite, mais j'avance. Voilà la direction dans laquelle je vais. Voilà les engagements que j'ai pris. Voilà ce qui me reste à faire. »
qu'une marque qui va dire regardez comme je suis beau. C'est ce que j'appelle des vraies histoires et pas uniquement des belles histoires. C'est un marketing en 3 dimensions qui intègre les besoins des consommateurs, le savoir-faire de la boîte, mais aussi les enjeux à 10 ans pour réconcilier le long terme et le court terme. Et le marketing, c'est le passeur entre le temps zéro du moment et la vision. Et la vision. Alors justement, on a parlé à l'instant du consommateur qui est aussi évidemment un citoyen. Dernière question que je vais vous adresser à vous trois. David, gardez le micro en tant que porte-parole du collectif En Vérité. Hein, je l'ai dit, 60 marques engagées. Alors je cite notamment la Maison Le Goff, puisque Marie-Laure Jarry, sa dirigeante, a témoigné hier matin dans une conférence sur le salon CFIA. Quand on perçoit le consommateur, qu'est-ce qui va retenir, qu'est-ce qui a de l'impact, le collectif En Vérité vient de produire une étude sur l'affichage environnemental. Oui, absolument. En fait, on a créé ce collectif en faisant un pari qui est juste fondamental, c'est de se dire, on fait le pari de l'intelligence. On fait le pari que les consommateurs, s'ils ont accès à l'information, ils changent. Alors tout le monde ne change pas d'un seul coup, mais l'accès à l'information permet d'orienter des choix de consommation. Si je sais que c'est de l'origine France, je vais, pour une partie des consommateurs, choisir davantage cette marque. Si je sais qu'il n'y a pas d'additif, je vais davantage la choisir. Si je sais que son empreinte environnementale est faible, je vais davantage la choisir. Mais cette information-là, pour la trouver sur les emballages, c'est hyper compliqué aujourd'hui. Alors, il y a même une forme d'hypocrisie de la part des marques qui, quand c'est Origine France, vont le mettre très clairement en avant sur le pack. Et quand c'est Origine Espagne, pour reprendre l'exemple du cochon, par exemple, là, comme par hasard, il n'y a plus le drapeau. Ouais. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de dire chacun doit rester maître de sa stratégie, mais faisons le pari qu'en ayant accès à l'information, on va aider le consommateur à choisir. Et donc, on va aider les entreprises qui prennent ces décisions un peu plus coûteuses, un peu plus complexes, à réussir. Et donc le principe du collectif En Vérité, c'est ça. Il y a 65 marques aujourd'hui. Et sur un sujet qui fait débat aujourd'hui, qui est l'affichage environnemental, on a mené une étude pour aller voir comment les consommateurs percevaient ce sujet. Et ils nous disent, oui, c'est un sujet majeur, mais j'y comprends rien dans ce que je vois aujourd'hui sur les étiquettes. Alors sachant qu'il y a 2 dispositifs, hein, l'EcoScore et le Planet Score, chacun élaboré avec des méthodologies sensiblement différentes. Absolument. Et quand on leur montre un affichage environnemental, ils disent tiens, alors affichage environnemental, c'est le principe qu'on a montré, c'est ce qui est en train d'être étudié aujourd'hui, c'est une échelle colorimétrique de A à E qui permet d'évaluer l'impact global du produit et puis des sous-critères pour donner des informations plus précises sur environnement, biodiversité, climat. L'échelle colorimétrique, elle est plébiscitée à 86%. Les gens disent ah oui, là j'ai un repère, le Nutri-Score, il existe. En revanche, quand on leur dit climat, ils comprennent rien du tout. Ça, c'est une étude en déclaratif qu'on comprenne bien. Quelle a été la méthodologie Alors, c'est une étude où on a d'abord regardé les attitudes et ensuite on a regardé les comportements. Ah d'accord. Très important, vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire qu'on a montré des produits sans aucune mention. On a fait choisir les gens comme s'ils étaient dans leur magasin. Conditions quasi réelles. Et je précise, sans le prix. D'accord. Pour juste regarder l'impact des informations sur le pack et des marques. Ensuite, on a introduit un affichage environnemental avec cette colorimétrie AE. On voit des variations d'intention d'achat de 20 à 40% en fonction des marques. C'est du déclaratif. Néanmoins, on voit, par rapport à la part de marché historique, on voit des évolutions sensibles. Et après, on a introduit la notion de prix. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces 20 à 40%, ils baissent. Parce qu'effectivement, ça a été dit plein de fois tout à l'heure. On ne va pas être surpris, voilà, la au regard dimension de économique, elle est importante. Mais néanmoins, entre aucune information et une information environnementale avec un prix, eh ben, on va choisir les produits les mieux disants. Donc c'est valorisant pour les marques qui vont s'engager dans ce dispositif. Et c'est ce qu'on a porté auprès de l'ADEME. Mais pour que ça marche, il faut que l'information soit claire. Donc AE, ça marche bien. Par contre, climat, comprend rien. Biodiversité, comprend pas grand-chose. Ressources, rien du tout. Ce qui intéresse les gens, c'est la présence ou l'absence de pesticides, qui est un sujet sur lequel il y a un impact sur ma santé. Et donc je veux, et bon, on sait aussi sur l'environnement. Et c'est le bien-être animal, qui est un sujet qui est en train de monter et qui est bien fortement. Compris par bien, et bien si ça c'est mis en avant, c'est des vrais leviers de changement.
Intéressant effectivement de voir votre étude qui montre l'effet effectivement de l'affichage environnemental. Je me tourne vers Renaud. Alors comment justement vous communiquez on vient de montrer la nécessité d'avoir un message simple. Comment vous faites ? Ouais, c'est ce qui est important effectivement, donc que ce soit sur l'aspect environnemental, sur l'aspect nutritionnel, sur l'origine des matières premières, c'est important de le faire de façon simple, de ne pas multiplier non plus les signaux. Encore une fois, on disait il faut être cohérent, donc il faut choisir des messages simples et ceux qui sont les plus importants pour le consommateur. On communique aujourd'hui notamment sur les Nutri-Score parce qu'on en parlait, c'est un message qui est simple, qui permet de montrer l'intérêt des produits. Par exemple, on a travaillé tous nos produits pour être un Nutri-Score A, donc on l'affiche clairement. On affiche clairement l'origine des matières premières, comme je le disais tout à l'heure, notamment le pois et le blé. Et sur l'environnement, c'est pour ça qu'on souhaitait faire notre bilan carbone, pour pouvoir communiquer dessus. Et il y a ces projets d'affichage environnemental, d'écolabel, qui vont nous permettre là aussi d'avoir une communication auprès des consommateurs qui soit la plus simple possible. Merci Renaud, je me tourne vers Loïc. Alors Loïc, même question, mais je voudrais aussi que vous mettiez la casquette d'élu régional, parce que au fond, un argument pour que le consommateur, qui est aussi un citoyen, comprenne les bénéfices du local, c'est aussi de parler d'emploi. Et en la matière, la région Bretagne a une actualité forte. Alors, il y a trois axes principaux dans ce qui se passe en ce moment et depuis quelques années finalement en Bretagne. Puisqu'on parle d'achat, il y a l'achat du consommateur, B2C, l'achat B2B d'une entreprise à l'autre, et puis il y a l'achat public, mine de rien. La bonne nouvelle, c'est que l'achat public, il est organisé, d'ailleurs il est transparent, puisque ce sont des marchés publics. Et la région Bretagne, ce n'est pas tous les achats publics en Bretagne. Hein. Je décris pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais moi, je n'avais pas l'habitude. J'ai découvert les achats publics. Mais les achats publics de la région Bretagne, en ce qui concerne notre sujet, qui est l'alimentation, ce sont les lycées. Voilà, la responsabilité de la région en Bretagne, ce sont les lycées, les collèges et les départements, les communes, c'est le primaire, etc. Mais dites-vous, les lycées, il y a 115 lycées en Bretagne, publics, pardon. Et dans ce cadre-là, nous achetons les denrées pour tous les élèves de tous les lycées. Et donc, évidemment, la Bretagne s'est engagée sur du bien manger pour tous, au-delà des Egalim. Et par exemple, pour vous donner un exemple, là où aujourd'hui les chiffres Egalim nationaux en bio sont à 9%, en Bretagne, on est déjà à 20%. D'accord ? Donc 20% de ce qui est donné à manger aux lycéens dans les lycées publics bretons, c'est 20% de bio. J'étais la semaine dernière au lycée de Sucigno, à Morlaix, lycée agricole de Sucigno, lycée public. On est à 27% de bio et label. Donc on est déjà à un niveau très élevé. Ça, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Bio et local, Loïc ? Alors, bien sûr, bio et local. Derrière ça, il y a un schéma des achats publics. C'est un acronyme affreux, ça s'appelle le SPASER. Mais ce SPASER, il est nécessaire dans le monde des marchés publics, et c'est un schéma régional. Et ce schéma régional, on est toujours sur les marchés publics, il a été révisé au mois de décembre de l'année dernière en Bretagne. C'est porté par mon collègue qui s'appelle Simon Usna pour tous les achats publics. Et le SPASER breton va nous amener à 75% de nos achats en Bretagne en 2025. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'engagement très très fort de la région. Donc derrière, alors petit message, Loire-Atlantique incluse. Ah, précision utile. Parce que bon, donc ça c'est l'achat public. La deuxième chose, c'est l'achat du consommateur qui tourne vraiment autour de notre sujet du jour. On a une chance formidable en Bretagne. Il y a une initiative qui a été créée il y a 30 ans et qui a fêté ses 30 ans en février, c'est Produits en Bretagne. Ça a été évoqué tout à l'heure. Produits en Bretagne, c'est 1 milliard quasiment de chiffre d'affaires, c'est des centaines de millions de produits. C'est un succès phénoménal. Et la région Bretagne est la première région de consommation d'achats locaux. Grosso modo, de mémoire, 2 fois plus que la moyenne nationale. Notamment grâce au travail de fond qui a été mené par Produits en Bretagne. Alors on l'a illustré ce matin, effectivement, avec la présentation de Nielsen. Donc c'est une chance. En Bretagne, on a cette chance. On est très en avance sur le sujet et on l'exploite bien, même si finalement ça reste marginal, puisqu'on parle de 4-5%, je crois, d'achats locaux dans nos courses, dans ce qu'on achète au quotidien. On n'a que 4 à 5% d'achats locaux. Exactement.
Et le troisième, c'est le B2B. Et c'est l'enjeu dont je m'empare en tant que délégué aux relocalisations par le président Chenet Girard, avec une méthodologie qu'on est en train de travailler un peu en chambre. Je salue Françoise Restif de Bretagne Développement et Innovation qui est ici dans la salle. On travaille une méthodologie auprès de 12 entreprises pilotes. On a monté un comité de pilotage dans lequel vous avez toutes les forces vives de la Bretagne, de la Chambre de commerce Bretagne, du MEDEF, la BEA, Produits en Bretagne, le Conseil national des achats, la Banque des territoires, l'UIMM et que sais-je. On est vraiment orienté à essayer de trouver les leviers dans les prochains mois et prochains trimestres pour lancer des initiatives qui auront de l'impact et qui auront de l'effet. Première piste quand même, il y a des activités qu'on doit pouvoir relocaliser en Bretagne. À très court terme, il y en a un certain nombre, à une échelle de temps un petit peu plus longue probablement, mais ça va être probablement le sujet de la conférence suivante qui sera plus passionnant que ce que je raconte. Le deuxième sujet, c'est d'identifier comment on peut convaincre les dirigeants que la relocalisation, c'est bien pour leur écosystème, pour le système de formation, pour etc., etc. Donc il y a vraiment un sujet écosystème et dirigeant, pardon. Et le troisième sujet, c'est le sujet écosystème. C'est comment faire en sorte que des entreprises, notamment des industries, connaissent mieux les sous-traitants, les fournisseurs à l'échelle du bassin d'emploi, de l'EPCI, etc. Et il va falloir innover parce qu'on a perdu un peu la connaissance de qui est en face de soi. Ça paraît évident, on a recensé toutes les initiatives qui sont faites en Bretagne, c'est un peu décousu, et tout le monde le reconnaît. Donc on a besoin d'être derrière une bannière, et c'est probablement ce qu'on va lancer comme initiative. Et en un chiffre, la perspective, parce que justement la question clé, c'est l'emploi. Alors le chiffre, tout ça c'est parti d'une grosse étude qui s'appelle l'étude Reloc, qui a été lancée il y a plus de 2 ans maintenant à l'initiative de Produits en Bretagne. Juste dire, j'étais président de Produits en Bretagne à l'époque. Donc pendant 2 mandats. Voilà, donc c'est aussi cette dynamique-là qu'on mène tous ensemble. C'est pas des choses, comment dire, décousues ou des idées de farfelus à droite et à gauche. On a vraiment une action collective de réflexion et de passage à l'action. Et cette étude Reloc identifiait 130 000 emplois potentiellement relocalisables en Bretagne sur un grand nombre de sujets. J'ai pas le temps de développer. Voilà. Par contre, cette étude, si elle vous intéresse, elle est en ligne. Elle est en ligne en version PDF. Elle est aussi en version YouTube, présentée par Alan Fustek, de Goodwill Management, qui a travaillé sur cette étude. En tout cas, effectivement, un immense potentiel. Vous pouvez applaudir nos 3 intervenants pour leur précieux témoignage. C'est le moment des questions-réponses. Y a-t-il des commentaires, des demandes de précision? N'hésitez pas à vous signaler. C'est le moment de poser vos questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je lance. Allez, la première question, réponse rapide sur cette question. On a vu la nécessité effectivement de garder la confiance envers le local. On a vu les uns et les autres que c'était un indicateur que vous pouvez mesurer. Mais est-ce qu'il y a une façon de le rendre objectif? C'est-à-dire, justement, on a parlé de la méthode RSE, on a parlé de Bicorp, mais sur cette question du local, comment vous communiquez auprès de vos clients? Qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce que c'est d'ailleurs un sujet qui fait partie, par exemple, des négociations commerciales qui viennent de se terminer? Des sujets RSE? Oui. Et le local en particulier? Alors, le local en particulier, dans le cadre de l'entreprise ENAF, qui est membre de Produits en Bretagne, qui a quasiment l'essentiel de ses produits qui portent le logo, ça suffit. Ah, d'accord. Voilà, car l'essentiel de nos clients sont aussi membres de Produits en Bretagne. C'est une particularité de Produits en Bretagne. La grande distribution est fondatrice aussi de Produits en Bretagne avec l'écosystème breton. D'accord. Donc il y a une vraie reconnaissance. Par contre, quand même, à noter une petite difficulté à convaincre nos clients distributeurs nationaux parisiens, on va dire. Et donc là, c'est un travail qu'on doit maintenir pour que nos fondateurs, cofondateurs, distributeurs bretons maintiennent un dialogue, je dirais, continu permanent avec leur propre enseigne. Ça, c'est un sujet parce qu'on a tendance à vouloir des choses toujours nationales. Le sujet n'est pas probablement du label. Le sujet, c'est la solidité du label. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui.
Et donc, moi, en matière de label RSE, par exemple, je vous recommande vivement de regarder ce que la plateforme RSE de France Stratégie produit. Donc, ce sont les services du Premier ministre qui produisent de la matière intellectuelle. Et notamment, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les labels RSE. Et par exemple, un label RSE où il n'y aurait pas d'audit tiers. Oui, ça ne marche pas. C'est même pas un label. Je me tourne vers Renaud, même question. Alors, on a parlé de la certification B Corp. Je ne sais pas, est-ce que cela suffit? Est-ce que dans vos échanges commerciaux, l'argument de la RSE et du local intervient et comment est-il rendu objectif? Oui, c'est un critère qui est apparu de plus en plus dans les discussions avec les clients et on l'a vraiment senti. C'est-à-dire que alors il y a la RSE, mais il y a des différentes attentes chez les clients. Bien sûr, la première chose dans l'alimentaire, ils recherchent des produits qui soient bons, donc ça c'est fondamental. Bien évidemment, la dégustation du produit, il y a toujours des discussions sur les prix, mais on voit grandir des attentes sur la partie RSE. Donc des certifications telles que B Corp sont importantes et ils ont aussi des critères sur lesquels ils sont particulièrement vigilants. En ce qui nous concerne particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un marché, les alternatives végétales, qui est aujourd'hui largement dominé par des entreprises étrangères. Et il y avait une attente forte de la part des distributeurs d'avoir des produits français qui soient fabriqués avec des matières premières françaises. Et on a eu un écho et une capacité à ouvrir les portes rapidement, puisqu'il y a 6 mois, on n'avait pas démarré la démarche commerciale. 6 mois plus tard, aujourd'hui, on est référencé dans toutes les enseignes de la grande distribution. Ah oui. Donc cet effet, alors qu'il y avait déjà une offre qui était présente, mais le fait de fabriquer en France avec des matières premières françaises, plus les engagements que l'on prend au quotidien, a fait que les distributeurs ont choisi de nous accompagner plus rapidement. Et ça a été déterminant. David, même question. Moi, j'ai un point simplement de partage. Souvent, quand on parle de RSE, on parle de trucs super importants, mais c'est super chiant. Parce qu'on parle du cerveau droit, on parle d'indicateurs, on parle de il faudrait que... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est fondamental, c'est ce qui va nous sauver, mais c'est chiant. Ça doit rester l'arrière-cuisine alors? Non, 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 non. Mon sujet, c'est de dire autorisons-nous à faire de ce sujet un sujet d'émotion. Autorisons-nous à faire de ce sujet un sujet d'engagement. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de faire la transparence sur la façon dont on travaille. Ouais. Venir rencontrer un éleveur, venir rencontrer un agriculteur, ça produit pas du tout la même chose que de dire c'est local, regarde, mon chiffre en bas de la ligne, il est bon. Montrer la façon dont les entreprises travaillent, montrer ce qu'il y a derrière, montrer les efforts qui sont faits en faisant rencontrer les personnalités qui le font, c'est quelque chose qui embarque davantage que juste des chiffres rationnels. Entendu, l'avis effectivement de David est complémentaire. Une question, une demande de prolongement. Si pas de questions, eh bien, on peut applaudir à nouveau nos intervenants et les remercier chaleureusement pour leur témoignage.